cadeau de fin d'année 2019 de Youssou N'Dour sur la TFM. Youssou N'Dour comme on ne l'a encore jamais vu au Sénégal. Plateau de télé ou concert spécial, c'est la nouvelle innovation du roi et c'est le grand show. Un événement rien que pour vous, abrité par notre prestigieux musée des civilisations noires de Dakar. Le grand show, c'est Youssou N'Dour et le Super Étoile sur la TFM, samedi 30 novembre à 22h en première partie. Deuxième partie, samedi 7 décembre, même heure. C'est le grand show sur TFM. Et bien en place, à vous l'antenne Binta. Merci beaucoup cher Tidiane Diagne. Soir d'info de seconde partie, nous recevons avec plaisir Dr Safietou Thiam. Elle est la secrétaire exécutive du CNLS, le Conseil national de lutte contre le sida. Autant pour moi, bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, la journée mondiale de lutte contre le sida sera célébrée dimanche prochain. À l'heure du bilan, comment se porte la maladie chez nous? Merci à TFM de m'avoir invité pour parler de la situation du sida au Sénégal. Nous pouvons dire de manière générale que le sida est en train de reculer partout dans le monde, y compris au Sénégal. Les nouvelles infections baissent, la prévalence également baisse et nous observons vraiment qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont accès aux services, c'est-à-dire au dépistage et au traitement. Donc si globalement nous devons résumer la situation, nous pouvons dire que la situation est bonne et que le sida est en train de reculer dans le pays, mais c'est à travers tout le monde que nous avons observé cette baisse. Même si l'Afrique de l'Ouest est la partie du monde où nous observons le moins de résultats, le sida est en train de reculer. Oui, vous avez dit que le sida est en train de reculer, c'est une bonne nouvelle. Pour le Sénégal, le taux a baissé. Et quand vous dites que le taux a baissé, cela veut dire que nous situons où par rapport au taux de prévalence chez nous? Alors, le taux de prévalence, nous sommes à 0,5%. Mais je voudrais être prudente avec le taux de prévalence parce que le taux de prévalence, c'est les anciens cas plus les nouveaux cas. Les nouveaux cas baissent, mais les anciens cas sont en vie parce qu'ils ont accès au traitement. Donc nous espérons que ce taux de prévalence, un moment, va aussi se stabiliser parce qu'il y a les anciens cas qui vont vivre aussi longtemps que possible et de moins en moins de nouveaux cas. Mais de manière générale, le taux de prévalence baisse, il est à 0,5%. Vous savez, au début de l'épidémie, notre pays était à 1,4%. Maintenant, il y a plusieurs prévalences au Sénégal parce qu'il y a des zones où la prévalence est jusqu'à 3-4 fois supérieure à la moyenne nationale. C'est les régions du sud et du sud-est du pays. Donc c'est les régions de Kolda, de Ziguinchor, de Kaffrine maintenant. Donc c'est des régions où on observe un taux de prévalence qui est supérieur. Et qu'est-ce qu'il explique à la moyenne nationale? À la moyenne nationale, il y a beaucoup d'explications. Mais je pense que c'est la situation géographique, la situation transfrontalière. Vous savez, les régions de Ziguinchor et Kolda sont frontalières avec la Guinée-Bissau. Et c'est pas pour stigmatiser, mais la Guinée-Bissau, c'est le pays de l'Afrique de l'Ouest qui a le plus fort taux de prévalence. Donc, justement, ces deux régions sont en face de la région de Bissau, de Guinée-Bissau, qui a encore la plus forte taux de prévalence. Et vous savez, dans ces régions, il y a brassage des populations. Ces populations, même des régions transfrontalières, sont parfois même culturellement, socialement plus proches de la Guinée-Bissau. Il y a aussi le manque de services au niveau de ces zones transfrontalières, de services sanitaires. Donc il y a moins de services, il y a moins d'offres de services dans ces zones. Il y a la pauvreté qui est un déterminant très important également dans la lutte contre le sida. Il y a
maintenant d'autres facteurs, surtout à Ziguinchor, liés au tourisme, à la mobilité, à la situation de conflit, et qui fait que les services ne peuvent pas arriver jusque là où ils devraient être. Donc c'est beaucoup de facteurs cumulés qui expliquent un peu la situation de ces régions. Si ces personnes n'ont pas accès à des soins de santé adéquats dans ces zones qui ont un taux de prévalence élevé, cela veut dire que votre lutte est loin d'être terminée par rapport à ces zones-là. Si on regarde de manière générale, au Sénégal, 72% des personnes vivant avec le VIH sont dépistées. Et 84% de ces personnes sont sous traitement. Ça veut dire qu'il y a peut-être moins de 30% des personnes qui ne sont pas dépistées. Oui. C'est vrai que ces personnes, on peut les chercher dans ces zones, mais on doit les chercher dans d'autres groupes, parce que tout à l'heure, j'ai commencé à lister les zones vulnérables, mais nous avons aussi des groupes dans lesquels le VIH est concentré. Et ces groupes aussi sont parfois difficiles d'accès. Donc, vous savez, le problème de l'accès aux services de santé, c'est vrai, les services ne peuvent ne pas exister. Donc, si les services n'existent pas, on n'a pas accès à ces services. Ou les services sont insuffisants, et il y a moins de personnes qui ont accès aux services. Mais les services peuvent être disponibles, mais les personnes, de par peut-être une situation qu'elles sont en train de vivre, ne peuvent pas accéder à ces services à cause de barrières sociales, oui. À cause de barrières juridiques, etc. Et donc, ça également, c'est un autre facteur pour limiter l'accès aux services. C'est pour ça que nous pensons que les 30% qui doivent être dépistés pour les prochaines années seront plus difficiles à dépister que les 70% que nous avons déjà dépistés et mis au traitement. Donc, c'est vrai, la lutte n'est pas terminée et nous pensons que le dernier tiers qui reste sera certainement encore plus difficile à C'est bien de donner des chiffres entre 0,5, 0,7, 30%, mais aujourd'hui, pour les téléspectateurs qui vous suivent, est-ce que vous êtes en mesure de lui dire que ces chiffres sont scientifiquement prouvés? Non seulement c'est scientifiquement prouvé, nous faisons régulièrement des enquêtes sur toute la population pour savoir le taux de prévalence du VIH. Mais nous faisons aussi le suivi de tous les sites où on prend en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous faisons le suivi de toutes les activités de dépistage qui se font dans ce pays, et nous pouvons dire, sans nous tromper, que par exemple, dans une année, on attend, par exemple au Sénégal, on attend autour de 42 000 personnes vivant avec le VIH. Et ça, c'est des estimations qui nous le disent sur la base du taux de prévalence, des âges, etc., etc. Donc, nous avons des logiciels qui peuvent nous dire combien il y a de personnes vivant avec ça. C'est une estimation. Mais pour le nombre de personnes qui ont accès au dépistage, ça, nous comptons. Tous les dépistages sont consignés quelque part et à la fin de chaque année, nous sortons un rapport. Et le nombre de personnes sous traitement également, non seulement nous pouvons le dire, mais les dossiers sont disponibles au niveau des services de traitement où on peut vérifier. Parce que les partenaires qui nous financent, des fois aussi, ont des missions pour venir vérifier. Donc, ont des missions de vérification. Maintenant, le pourcentage, ça ne veut rien dire pour la population, mais de façon simple. Sur 10 personnes qui ont le sida au Sénégal, les 7 savent qu'ils ont le sida. Et sur 10 personnes qui savent qu'ils ont le sida, les 8 sont sous traitement. Il y a peut-être 2 qui ne sont pas sous traitement pour une raison ou une autre, mais de façon simplifiée, les pourcentages, on peut les ramener à l'échelle de 10. Donc sur 10 personnes qui ont le sida, les 7 au moins savent qu'ils ont le sida. C'est important parce que ces personnes ont été sensibilisées pour faire la démarche, pour faire le dépistage et savoir qu'ils ont le sida. Maintenant, il reste à ce que les 3 pour les 10 puissent faire la démarche. Peut-être qu'ils ne savent pas encore qu'ils doivent faire le sida, qu'ils doivent faire le dépistage. C'est pour ça que nous faisons la promotion du dépistage. C'est pour ça que une nouvelle stratégie de dépistage, le dépistage communautaire, le dépistage démédicalisé, le dépistage à l'initiative du prestataire de santé. On dit aux médecins, quand une personne vient pour une fièvre prolongée ou même pour autre chose, profitez-en pour lui proposer le dépistage. Et même maintenant, les autotests, où la personne peut venir
chercher le test et aller dans l'intimité de sa chambre, faire le dépistage sans rendre compte à personne. Donc, tous ces aspects-là, c'est pour offrir le maximum de services de dépistage pour que chacun y trouve son compte. Oui, vous nous avez parlé des régions les plus touchées au Sénégal, mais maintenant, quels sont les groupes de personnes qui sont les plus touchées par le sida? Alors, j'ai deux analyses. Déjà, quand on regarde les prévalences, nous suivons des groupes que nous appelons les groupes clés. Dans ces groupes clés, il y a les hommes qui ont des relations avec les hommes. C'est un groupe qui est très touché, autour de 27 jusqu'à 30%. Nous avons même des zones où ils sont à plus de 40%. Donc ces groupes-là, c'est des groupes que nous suivons parce que c'est des groupes qui sont qui peuvent même un peu être une sorte de noyau transmetteur du sida. Parce que ces personnes, pour se cacher dans le contexte du Sénégal, vont se marier à des femmes et peuvent leur transmettre le VIH. Donc il y a la transmission au sein du groupe, mais aussi la transmission, parce que parmi ces groupes, il y en a aussi qui ont des relations avec des femmes et qui épousent même des femmes. Il y a également le groupe des travailleuses du sexe, les femmes travailleuses du sexe. Ce groupe est suivi au Sénégal depuis avant le VIH, depuis 1978. Nous les suivons, mais nous savons que ce n'est pas toutes les travailleuses du sexe qui sont suivies. Il y en a qui ne sont pas inscrites au fichier socio-sanitaire de la prostitution et on les appelle les prostituées clandestines. Même une femme qui est chez elle, qui reçoit beaucoup d'hommes, elle ne se dit pas prostituée, mais elle exerce presque, en fait, elle ne le fait pas comme un métier, mais elle s'adonne un peu à ce comportement. Donc, il y a également les consommateurs de drogue injectables. C'est un groupe, on pensait qu'il n'existait pas dans notre pays, mais depuis quelques années, nous avons vu que ce groupe non seulement existe, nous avons ouvert un centre, le CEPIAD, pour recevoir les consommateurs de drogue injectables, mais nous avons très vite vu que le centre est dépassé. Aujourd'hui, plus de 200 personnes sont suivies dans ce centre. Ils viennent tous les jours prendre la méthadone, qui est un médicament de substitution, parce que dans ce programme, nous faisons un programme d'échange de seringues, encadré bien entendu par la police et tout. Nous avons un programme d'échange de seringues où on retire les seringues usagées pour qu'ils ne se partagent pas les seringues. Nous avons un programme de prévention du sida où nous leur distribuons des préservatifs, etc. Parce que la personne qui consomme la drogue vous dit, quand j'ai besoin de drogue, le reste ne compte pas. Donc cette personne peut aller se prostituer juste pour avoir la drogue. Ce n'est pas vraiment des prostituées, mais occasionnellement pour chercher la drogue. Et donc, nous donnons aussi de la méthadone qui est une substitution, un produit de substitution à l'héroïne. Donc pour les aider à décrocher de la drogue. Mais ce produit, la personne doit prendre ce produit tous les jours. Donc c'est 200 personnes, plus de 200 personnes qui viennent tous les jours au centre de Fann pour prendre leur traitement. Mais cette année, vous allez mettre l'accent sur une couche vulnérable, les enfants. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi ce choix? Alors, depuis quelque temps, nous avons affiné nos analyses pour comprendre et mieux répondre au problème du sida. Donc j'ai dit tout à l'heure que quand on regarde de manière générale au Sénégal, sur 10, 7 personnes sont sous traitement. Mais quand on a regardé les sous-groupes, notamment les enfants, nous avons vu que sur 10 enfants, il n'y a que 3 qui sont sous traitement. Pourquoi? Donc, pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que les enfants ne peuvent pas venir eux-mêmes à l'hôpital. Il faut un adulte pour les amener. La moitié de ces enfants est orphelin, en charge par un membre de la famille qui n'a pas toujours les moyens. Donc, il te parle de problèmes sociaux, de problèmes de quoi payer le transport. L'autre chose que nous avons remarqué, c'est qu'il y a environ 5000 enfants VIH au Sénégal. Il y a un peu plus de 1400 qui sont sous traitement. Et ces 1400 qui sont sous traitement, la moitié développent une résistance. On peut dire ne guérissent pas parce que le traitement est mal pris, parce que l'enfant vomit le traitement, parce que l'enfant est mal nourri, parce que l'enfant n'a pas pris son petit déjeuner. Tellement de problèmes qui bloquent la guérison de cet enfant. Et nous avons remarqué
bon, c'était vraiment comme une gifle. On a vu que les problèmes qui font que les enfants ne guérissent pas ne sont pas forcément des problèmes médicaux, c'est des problèmes sociaux. Oui. Je vous ai parlé de transport, de billets, de petit déjeuner, de nutrition, etc., de pauvreté. Oui. Et donc, nous nous sommes dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça que nous avons déjà commencé une campagne pour les enfants, pour soutenir les enfants. Et justement, la journée mondiale de lutte contre le sida est venue. Oui, dimanche. Et le thème, c'est les communautés peuvent faire la différence. Donc, ils nous rejoignent un peu. Vous avez besoin des communautés pour les sensibilisations. Pour amener les enfants à se faire traiter, etc. Et donc, nous avons prévu une grande mobilisation communautaire. Vraiment, les communautés ça va se passer où? À l'esplanade du Grand Théâtre, sous la présidence de Madame le ministre en charge de la famille et également la présidence d'honneur du ministre de la Santé avec les partenaires, l'UNICEF, l'ONU-SIDA. Donc, le thème, c'est les communautés font la différence. Donc, nous comptons sur les communautés, nous comptons sur toutes les populations pour venir démontrer que dans la lutte contre le sida, les stratégies classiques ont fait leur preuve. Les médicaments existent, les traitements existent, les médecins sont formés. Les centres sont là pour prendre en charge les patients. Ce qui reste, c'est la partie communautaire, qu'ils amènent les patients, qu'ils les accompagnent aux soins. Et donc, c'est là où la communauté devra nous montrer qu'elle peut vraiment nous aider à faire la différence chez les enfants. Deux petites questions en quelques secondes pour terminer. Est-ce que le CLNS que vous dirigez a les moyens de sa mission? Et est-ce que également, d'ici 2030, à l'horizon 2030, on peut s'attendre à avoir zéro sida au Sénégal? C'est notre souhait d'avoir zéro sida. Le CNLS, dans son mandat, doit chercher aussi des ressources. Donc, si je dis qu'on a... Vous avez déjà des partenaires, on a toutes les ressources, ça veut dire qu'on doit fermer boutique. Donc, nous n'avons pas toutes les ressources. Est-ce que l'État vous appuie conséquemment dans votre mission? L'État accompagne la lutte contre le sida à hauteur de 20%. Donc, c'est les autres partenaires, notamment le Fonds mondial, le gouvernement américain, le système des Nations Unies qui financent le programme. Et le premier bailleur, c'est le Fonds mondial qui finance à hauteur de 72%. Voilà. Merci beaucoup, Dr Safietou Thiam, d'être venu. Merci.